Bonsoir. Ok, alors déjà que la conférence tient pas dans les 25 minutes, ça va être chaud hein, si ça continue comme ça. Du coup, bienvenue dans ce top 10 des pires erreurs de design des langages de programmation. Alors, oh bordel. Alors, avec un titre comme ça, j'ai essayé de préciser un tout petit peu de quoi va parler cette présentation. Alors, l'idée c'est d'essayer d'être un peu critique par rapport au langage de programmation qu'on utilise tous les jours. L'idée c'est qu'en vrai il y a énormément d'erreurs, beaucoup de choses qui sont juste complètement cassées, mais qu'on utilise comme si de rien n'était, comme si c'était bien quoi. L'idée c'est d'avoir d'adopter aussi un point de vue théorique sur tout ce genre de features, c'est-à-dire qu'on va pas forcément s'attarder sur le contexte historique, sur les machines qu'il y avait à l'époque. L'idée c'est vraiment de prendre du recul et de juste en fait voir que c'est de la merde en fait. Du coup, quelques disclaimers quand même, j'ai pas la science infuse, je peux et je vais sans doute me tromper sur quelques points. J'essaie d'être objectif un maximum, mais une fois de temps en temps, bon ça va plus être le cœur qui parle, c'est comme ça. Victor à la niche. Du coup, ok, et j'aimerais reprendre les mots aussi de Tony Hoare, l'inventeur du Algol W, qui dit que les personnes qui font les langages de programmation devraient être responsables des erreurs qu'en font leurs utilisateurs. Ok, du coup, alors, on va commencer un petit peu léger avec une petite pépite, le pronom en Perl. Alors, s'il vous plaît. Alors, on va commencer direct avec un exemple. En fait, j'aimerais une personne volontaire. Alors, non, pas Victor, parce que Victor connaît le truc et je prendrai pas quelqu'un qui connaît le truc. Voilà. Allez, les deux débiles à gauche. Ok, allez. Ok, ça fait quoi ça? Bon, il y a un chef-banc qui s'appelle Perl. Ouais, ça je m'en fous, à partir de la ligne 6. Tant qu'on chope des trucs dans STDIN, on les remplace, on place tous les AB avec BA, on les output et on output leur taille. Ouais, bien joué. Super lisible. Ok, mais du coup c'est quoi leur taille à quoi? Genre, dans quoi? Où ça? En fait, tout ça vous l'avez dit, mais ok, en fait vous vous basez sur quoi? ouais, sur les mots, il y a écrit. Ça ressemble un peu. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais genre en fait tout ça, cette information elle est où? C'est ça que je veux dire en fait. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, genre? On processe du texte. Ouais, allez, c'est bon, allez vous asseoir, j'ai compris. Du coup, en fait ce qui se passe là-dedans, c'est que Perl, il a une variable. Là il y a une variable en fait, juste là. Faut juste bien regarder, elle est juste là. Attendez, hop. Et là voilà. En fait ce qui se passe, c'est que Perl, ils se sont dit que c'était une super idée. Dans certains cas, en fait on va faire une variable. Mais en fait elle est implicite, elle est pas là. En gros l'idée, c'est... Alors, de son vrai nom du coup, la variable par défaut de Perl, c'est une variable implicite que Perl va rajouter dans certains contextes. En fait, c'est une variable globale, donc où que vous soyez, ce sera toujours la même. Et en fait, c'est le sujet, en fait. C'est pour ça que je l'appelle le pronom. En fait, c'est la variable, c'est celle dont on parle du coup. Et c'est infernal. Ça apporte pas mal de problèmes évidents. On va quand même voir quelques contextes dans lesquels elle est utilisée. Il y a pas mal de fonctions en Perl qui, quand on leur donne juste pas de variable, vont aller utiliser la variable par défaut. Il y a certaines fonctions qui l'utilisent, donc si jamais vous l'utilisez et que vous appelez cette fonction-là, vous êtes baisé. Si jamais vous ne mettez pas d'itérateur dans votre for each, elle est utilisée aussi. Voilà. Et du coup, effectivement, dès qu'on va commencer à l'utiliser... Oui ? N'importe lequel. Ça va pas. Ouais, on parlera plus tard de pourquoi c'est un problème, ça aussi. Mais ouais, elle peut être de n'importe quel type. Oui ? Ah,
Oui, la question c'était c'est quoi son type? Mais c'est n'importe quel type. Du coup, évidemment, dès qu'on commence à utiliser ça un petit peu n'importe comment, ça détruit la lisibilité du code. Les fonctions qu'il utilise derrière votre dos vont juste casser ce que vous faites. Si vous vous rendez compte, eh bien j'avoue, si vous vous rendez compte de ce genre d'erreur en à peu près moins de 2 heures, vous allez quand même essayer de remplacer cette variable implicite, de mettre une véritable variable. Vous allez devoir retracer tous les endroits où vous l'utilisez et ça va prendre des plombs, c'est un enfer. Et oui. La commande que j'ai utilisée pour la révéler, c'est ouvrir un autre fichier. Oui, je répète pas la question parce qu'elle était débile. Du coup, je rigole, merci d'avoir posé ta question. La question c'était quoi la commande pour la révéler? Évidemment, il n'y en avait pas. Et effectivement, quelque chose qu'on fait généralement pour améliorer la lisibilité du code, c'est de donner un nom qui a du sens à ta variable. Mais là, elle n'est pas là. Enfin, bref, vous avez compris l'idée. Ensuite, un petit problème de syntaxe, mais quelque chose qui est commun à 90% des langages qu'on utilise aujourd'hui, c'est d'utiliser le symbole égal pour l'assignation et double égal pour l'égalité. En vrai, on va faire un petit récap historique, quand même. C'est le bordel, en fait. Ce qui se passe, c'est que à l'époque, je vais pas faire beaucoup d'exemples parce qu'on va pas y passer non plus des plombes. Ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, le Fortran, il utilisait juste un égal pour son assignation et il utilisait .eq pour l'égalité. Bon, s'il est vieux, lui on voulait pas, il a 60 ans. Et le Pascal utilisait 2 points égal pour l'assignation, égal pour tester l'égalité, pas de problème. Et le basique s'est dit tiens, je vais faire égal pour les deux. Et du coup, en fait, en fonction du contexte, il va savoir s'il faut assigner ou s'il faut comparer des valeurs. Enfin bref, le basique. Et ensuite, en 1972, le C est arrivé et a popularisé sa syntaxe de faire un égal pour l'assignation, double égal pour l'égalité. Et depuis, énormément de langages s'en sont inspirés, ils font juste la même chose. Alors qu'en fait, c'est une syntaxe qui a un problème. Il est débile, hein, mais il y en a un. C'est juste que quand tu regardes ton code rapidement, c'est quasiment la même chose. Un égal ou deux égales, je sais pas, tout le monde a codé fatigué à 3 h du mat, tu parcours ton code à l'arrache, le égal, tu le confonds pour un égal, c'est fini quoi. Alors que ça en vrai, un exemple rapide quand même, hein. Hop, ce qui se passe, alors, ok c'est le bon, en C, hein. Là j'ai ma petite variable A, ok, je fais des trucs dessus, on s'en fout, et si jamais, hop, j'avais laissé la solution, on s'en fout. Si jamais ma variable A est égale à 0, du coup c'est que ça a marché, il n'y a pas de problème. Si elle vaut pas 0, c'est que ça a cassé. Ok, donc j'ai fait mon petit programme, tout ça, tout va bien. Je vais compiler ça en 2 secondes, hop. Ok, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, là je vois ça, je suis fatigué, ça casse, ok, super. Mon programme ne marche pas et je vais passer 2 heures à débugger ce commentaire. Super. Mais du coup, alors que le seul problème qu'il y avait depuis le début, c'est qu'il manquait un égal ici, hein. Voilà. Super, on gagne beaucoup de temps avec une syntaxe de merde. Et du coup, à ça se sont rajoutés alors du coup, partant de cette syntaxe, le PHP et le JavaScript se sont dit bon, en vrai, c'est pas assez. Exactement, on va en mettre un troisième. Voilà, on a un opérateur triple égal en PHP et en JavaScript qui permet de checker l'égalité stricte, c'est-à-dire qu'on va vérifier la valeur et le type. Contrairement au égal égal qui du coup va juste vérifier l'équivalence, genre 1 et la string qui contient 1, c'est égal quoi. Bon, c'est pas grave hein. À côté de ça, on a quand même une bonne alternative du coup qui pourrait être utilisée. Alors là c'est complètement subjectif pardon. Ce serait de reprendre la syntaxe du Pascal qui utilise un 2 points égal pour l'assignation, un égal pour l'égalité. En vrai, le 2 points change complètement la tête que ça, et franchement, quand on regarde rapidement, c'est assez subjectif encore une fois, mais honnêtement, ça reste quand même beaucoup plus lisible.
En s'étant rendu compte de cette erreur d'ailleurs, bah, le Python a très récemment intégré un nouvel opérateur, le 2 points égal. Il a appelé le walrus parce que, enfin ça veut dire morse, parce que du coup le 2 points égal, tu sais c'est les yeux et les dents du morse. Bref, Python. Et du coup, ça agit exactement comme une assignation, sauf que c'est pas un statement comme le égal, c'est une expression. Très rapidement, ce que ça fait, c'est que ici, par exemple, j'ai ma string hello world, je la mets dans S. Si je veux afficher le résultat de l'assignation, bah, du coup, j'utilise S. Alors que juste en dessous, j'ai complètement le droit de faire walrus de point égal hello walrus et de réutiliser directement cette valeur. Comment c'est le Python autorisait pas ça avant, maintenant il l'autorise, c'est sympa. Alors qu'effectivement en dessous, si jamais on essaie d'utiliser l'assignation pour la même chose, effectivement, comment ça s'appelle walrus, hop, bah, effectivement ça casse, hein, alors que ça marche très bien avec le 2 points égal. Voilà, merci à eux. Utilise 2 points égal. Du coup, ensuite, premier gros morceau de la conférence, le type checking dynamique. Bon, alors, on va très rapidement parler des différentes méthodes de type checking, histoire de savoir à peu près où est-ce qu'on se situe. Les trois grandes familles, si je puis dire, ce serait de type checking soit dynamique, soit statique. Le type checking statique va se rediviser en avec ou sans inférence. On va passer rapidement dessus. Type checking statique sans inférence. On va vérifier nos types à la compilation. Si jamais il y a une erreur de typage, c'est à la compilation et pas au lancement du programme qu'on va la voir. Les types sont également spécifiés par l'utilisateur. Donc un exemple tout con, hein, on sait, voilà, j'ai ma fonction main, elle renvoie un int, elle prend un void. La variable a est un short, 2 ça passe pour un short, ok. La variable b est un char, 3 ça passe pour un char, pas de problème. On les additionne, ils sont compatibles, tout va bien, ça renvoie un int, la fonction prend un int. Enfin, elle renvoie un int, tout va bien, on est content. À côté de ça, le type checking avec interférence. Cette fois-ci, les types sont toujours vérifiés à la compilation, sauf que cette fois-ci, c'est pas l'utilisateur qui va les spécifier, c'est le compilateur qui va les deviner au final en fonction du contexte. C'est ce qu'on appelle l'inférence du coup. Alors, bon, j'ai cru comprendre que beaucoup d'entre vous aimaient le camel, du coup j'ai préféré faire un exemple en camel. On a du coup, on a tout d'abord notre fonction add qui renvoie le résultat de A plus point B, plus point étant l'opérateur d'addition pour les floats. Le compilateur, alors actuellement j'ai des exemples interprétés, c'est juste pour avoir les types, mais en vrai ça marche pareil dans la compilation. Le compilateur voit plus point, se rend compte qu'en fait on a des floats, et donc la fonction add prend 2 floats et renvoie un float. Voilà. De la même manière, A, je vais pointer en vrai. Let's go. La variable A prend un 2, point, du coup c'est un float. A plus point, 1 point, bah, c'est un float. C c'est le résultat de add, c'est un float. On peut print un float, c'est compatible, tout va bien, le new line. Hop là on a 5, nickel. Ensuite, le type checking, du coup qu'est-ce qui se passe? Les types sont vérifiés, mais sont vérifiés du coup au moment où on fait tourner notre programme. C'est quelque chose qui est très commun dans le cas des langages interprétés du coup. Et c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de problèmes. D'abord, si jamais on a du code buggé et qui du coup est pas exécuté parce qu'on rentre juste pas dans la bonne branche du code, bah, du coup en fait on a des bugs qu'on ne détecte juste pas. Ça va du coup créer des bugs qui vont être très difficiles à retrouver, des bugs un peu chelous. Et ça rend impossible du coup de maintenir une grosse codebase avec ce genre de type checking. On peut voir ça globalement avec donc du coup j'ai oublié tout ce que j'avais. Let's go, pas de spoil. Alors voilà, donc là j'ai une fonction, en plus pour peu qu'elle soit pas très bien documentée, j'ai une fonction qui prend A, B et C. En fonction de A, elle va faire A plus B ou A plus C et elle va renvoyer tout ça. Ok, donc là je lui donne 1 et 2. Là jusque là pas de problème, hein. 1 plus 2. Alors je vais faire tourner, hop. Tac. Voilà, 1 plus 2 ça fait 3, jusque là vous suivez. 1 plus 2, on rentre toujours dans la bonne branche, sauf que là on a donné hello, une string. Si on allait ici, bah, ça casserait. Il se trouve juste que les aléas du code font qu'on rentre pas dans la branche où ça casse. Du coup là on a du code buggé, on fait tourner notre programme, il est toujours là, il n'y a pas de problème. Ici on rentre dans la deuxième branche mais avec des valeurs qui sont correctes, 0 plus 5, 5 tout va bien. Là on voulait ici rajouter des ints, l'utilisateur pensait faire quelque chose qui marche avec des ints.
On teste avec des strings, ça marche. A plus B, AB, super le Python, même opérateur. Par contre, supposons qu'on est du coup, qu'on rentre du coup dans la branche qui casse. Voilà, tout simplement, hein, on rentre du coup dans la deuxième branche, 0 plus hello, ça pète. Heureusement, le Python a introduit quelque chose de vachement sympa. A introduit lui-même du typage statique, c'est-à-dire qu'ici on peut dire ah ben mon A en fait c'est un int, mon B c'est un int, super, mon C c'est un int et ma fonction bah, elle renvoie un int. Du coup c'est super, le Python il règle tous nos problèmes, il va cacher les erreurs aux appels. Non, 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 c'est de la doc. En vrai c'est pas mal, mais enfin s'il vous plaît quoi. Bref. Ok. Alors, en vrai, le typage dynamique va quand même avoir quelques usages, moindres, mais tout de même quelques usages. C'est quand même un peu un langage, c'est quand même quelque chose qui est pratique quand on apprend. On se fait quand même moins chier avec une partie de la programmation. On a quelque chose de plus simple. Généralement, c'est aussi quelque chose qui va être utilisé dans des petits scripts. Voilà, imaginez-vous votre shell, il est typé. Hein. Je plaisante, c'est que des strings. Et ensuite, c'est même dans des langages typés statiquement, il va y avoir une petite part de typage dynamique. À partir du moment où on a l'orienté objet, par exemple, si on a deux classes et que l'une hérite de l'autre et qu'on veut downcast le parent vers le fils, on va vérifier que c'est un cast qui est bien possible. Je pense au dynamic cast de C++. Voilà, donc en vrai, le typage dynamique est quand même présent. Alors, ensuite, peut-être l'erreur la plus connue dans le monde de l'informatique, la fameuse $billion mistake, les null pointers. Alors, un tout petit peu de contexte historique encore une fois. On est au début des années 60 et Tony Hoare et Nicholas Wirth se plongent du coup dans la conception d'un langage, le Algol W, qui se base sur le Algol 60. Voilà, donc c'est un langage qui introduit pour la première fois un type checking avec des pointeurs sur un langage orienté objet. Ok. Sauf que du coup, bon bah Tony Hoare, c'était un étudiant à Erasmus, il avait même pas encore son diplôme. On lui a demandé de travailler là-dessus. Il aurait pu faire des choses sympas, qu'on verra plus tard, il aurait pu faire des choses sympas pour éviter les nulls, pour avoir quelque chose de plutôt safe en fait, hein, c'est ce qu'on lui demandait en plus à la base. Sauf qu'il le dit lui-même, il a eu la flemme. Vraiment, il s'est dit non en vrai, c'est facile à implémenter les nulls, je vais faire ça. En plus c'est plus rapide, hein, on a un null, on n'a pas tout un tas de trucs derrière, voilà c'est mieux. Ça je le sors pas de nulle part, hein. Il le dit lui-même, alors lisez pas tout ça on s'en fout, mais il le dit lui-même, c'est-à-dire qu'il a fait une conférence en 2009, 60 ans plus tard, 50 ans plus tard, où il a dit que globalement bah, c'était la plus grosse erreur de sa vie et que ça avait coûté des millions de dollars à une grosse partie de l'industrie, et le coup d'avoir la flemme, il le dit ici, hein, voilà, c'était tellement facile à implémenter, il n'a pas pu s'en empêcher. Enfin bon. Quelques problèmes du coup des null pointers. Tout d'abord, bah, undefined behavior. Il y a pas mal de choses en fonction de si notre variable elle est nulle ou pas. Ça peut, même, je veux dire, quand notre variable est nulle, ça peut avoir un comportement ou un autre en fonction des implémentations. Il y a pas mal de choses qui sont assez difficiles à prévoir. Des crashs aléatoires par exemple. Hein. On va montrer un exemple très rigolo en C++. Ouais, j'ai pas révisé le nom des fichiers. Ok. Hop. Tac, 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 c'est lui. Nickel. Du C++, on adore. Du coup, on a une classe ici, avec tout en public, hein, c'est comme ça qu'on devrait faire les choses, je plaisante. Et du coup, deux méthodes, hello, pour dire bonjour, et dispx, qui affiche notre attribut x juste en dessous. Ok. On crée un pointeur sur notre classe null, pas d'erreur. On essaie du coup d'appeler la méthode, pardon, hello, avec null. À votre avis, est-ce que ça marche? Ouais. Alors si je pose la question, évidemment ça marche. C'est con, hein, mais ça marche. Alors que juste en dessous, du coup, si on essaie d'appeler une méthode qui, elle, manipule un attribut, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Hein. On peut voir ça de suite. Hop. Hop, hop, hop. Là, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ah merde, merci.
Merci Victor. Du coup, hop là. Voilà. Tac. Nickel. Et voilà. Du coup, il n'y a pas de problème. Hein. On a fait null, flash, hello world. Alors, si on met directement nul, ça marche pas. Hein. Il n'est pas non plus complètement débile le G++. Mais si on met null, flash, hello, bah ça marche. Notre classe n'existe pas, mais on a quand même appelé une de ces méthodes. Super. Enfin bon, ça. Ensuite, c'est aussi une... Oh, oui, vas-y, dis-moi. Si on met la classe en abstract, j'en sais rien. Après, je sais pas. Ouais, déjà, tu pourras peut-être pas l'instancier. Après, faut un pointeur dessus, tu l'instancies quand même pas au final. Oui, oui. En vrai, tu l'instancies pas. Par contre, j'ai la flemme de virer mes déclarations. Et surtout que, en plus, si elle est abstraite, tu peux appeler des méthodes d'une classe abstraite. Enfin, ok, tu peux. Ouais, bah, C++, voilà, vous vous imaginez Laurent objet 1, vous vous imaginez tous les nulls, comment ils fonctionnent, bah, le C++ il fait d'autres trucs. Oui. Pardon? C'est directement nul PTR. Attends, tu veux dire nul PTR à la place de null? Ou, bah globalement, hop, on va voir ça, hein. Pareil, hein, ça marche. Enfin, ça compile. Ça peut être pareil, mais ça compile. Voilà. Non, c'est pareil, hein, t'inquiète. Oui? Tu veux parler un peu plus fort? Oui, alors, le mauvais programmeur ne met jamais de flag. Oui, la question c'est qu'est-ce qui se passe si on mettait les flags? J'ai pas expérimenté avec les flags. Le but c'est vraiment de voir les problèmes qu'il y a directement dans le langage et pas tous les petits patchs. Et pas tous les petits patchs et tous les vraies solutions que vont apporter derrière les compilateurs qui sont honnêtement des rustines par rapport à un problème du langage. Hein. Voilà, un langage comme le C ou comme le C++ devrait avoir par défaut tous les warnings en fait en plus qu'ils donnent. Ils devraient juste être présents par défaut. Ils le sont pas, dommage. Ok. Un autre problème du coup des pointeurs nuls, c'est que ça a tendance aussi à surligner les autres erreurs de design qu'on peut retrouver dans d'autres langages. Là par exemple en Java, au hasard, il faut savoir que le Java a quand même quelques types natifs, int, float, etc. Sauf qu'il a quand même des wrappers objets au-dessus de tous ces types. Du coup, bah, si on fait x égale null, ok, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il y a une erreur de compilation, dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. On a fait une erreur, on a directement un retour là-dessus. Par contre, bah, si on prend un integer, donc le wrapper autour de int, et qu'on le set à null, et qu'ensuite on assigne cette valeur à un vrai int, bah, il y a une erreur de runtime en fait. C'est insupportable. Au passage, avoir des nulls dans un langage entièrement orienté objet, qui fait toute l'abstraction autour de ça, et dans laquelle on n'a pas vraiment de pointeur de manière explicite, c'est aussi quelque chose de complètement con en soi. Ok. Autre chose. Il y a quand même une énorme ambiguïté du coup entre avoir quelque chose qui n'existe pas et avoir une valeur nulle. C'est-à-dire que bah, si jamais on a une string qui est vide ou une string qui est nulle, souvent on va avoir la même chose. Ça reste quand même différent dans le langage, enfin je veux dire dans l'entité c'est pas la même chose, mais au final on a envie d'avoir le même comportement. Et ce genre de choses en Java, on l'écrit quand même très souvent. Il y a même en C# des méthodes qui ont été rajoutées, is, null, or empty, un truc comme ça. Voilà. Un autre problème du coup que ça peut apporter. Hop. Ouais. Ok. Alors, imaginons qu'on ait une petite classe map. Donc c'est quoi? C'est une classe map, c'est une simple liste de tuples. Hein. On a un petit setter, un petit get naïf qui va juste faire une petite itération, renvoyer notre objet ou bah, du coup none qui est un équivalent de null. Ok, pas de problème. Du coup on va essayer de répertorier le skyblock de tout le monde. Super. On va initialiser deux skyblocks, celui de Viviane et celui de Hopi. Du coup, on va ensuite essayer d'afficher un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Hop, c'est le bon, de leur undefined. Nickel. Voilà, mais du coup qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le skyblock de Viviane c'est edgyandcool.skyroad.com. Super, c'est pas le vrai, essayez pas. On apprend que bah, Hopi n'a pas de skyblock, hein, parce que ce n'est pas une basic emo bitch.
Et ensuite, Chuck n'a pas de skyblock non plus, pourtant Chuck n'existe pas. Enfin voilà, petite ambiguïté du coup je suis sûr... Non, c'est bon. Petite ambiguïté du coup à ce niveau-là. Hein. On a d'un côté une variable qui est set à none, d'un autre côté une variable qui n'existe pas. Hein. Mais dans les deux cas, on a juste le même retour. Du coup, ok. Hop. Notre problème aussi, c'est que ça va créer des cas spéciaux et des comportements spéciaux à des moments où on n'envisage même pas d'avoir null. Donc ça marche autant en C qu'en C++. On crée un pointeur sur un int. On voulait créer juste un int, on a mis une étoile, ça arrive. Beaucoup trop souvent. Et du coup, on lui assigne 42. Ok. Là, notre compilateur, il nous dit qu'il y a une erreur à la compilation. On l'a rapidement réglé. Mais il se passe quoi si on essaie de mettre notre variable à 0? C'est quand même relativement commun. En fait, ça marche. On a juste créé un pointeur nul alors qu'on voulait juste avoir 0. Et ça va casser plus tard. Voilà. Donc globalement, en fait, le problème, des problèmes de nul, il y a encore plein de problèmes qu'on pourrait détailler. On va essayer de résumer un petit peu. Un des problèmes de nul, c'est qu'il peut être de n'importe quel type. C'est le principe. Hein. Il match avec tout. Du coup, en termes de type checking, c'est une horreur d'avoir un type qui match avec tout. Et au passage, il est partout. Et une grosse proportion des langages ont adopté le null. C'est quelque chose qui est présent à plein d'endroits, sous plein de formes, nil, null, ptr, none, nothing. Voilà. Hein. Mais du coup, ouais, ou d'ailleurs une petite citation de Dijkstra, en random. Hein. C'était un pote à Tony Hoare, véridique, qui à l'époque où il designait son langage, il a eu l'idée de faire des null pointers. Dijkstra il allait lui mettre un stop et lui a dit non mais attends. Globalement, si jamais tu as des null reference, en vrai c'est un petit peu comme si tous les étudiants de ta promo étaient tous dans une relation polyamoureuse avec une même personne qui s'appelle null. Tu m'étonnes que quand on lui dit ça, il va quand même mettre les nulls, il a rien compris. Hein. D'ailleurs, si jamais ça c'est pas une typo, c'est juste un super jeu de mots entre polyamour et curse. Ok. Mais en vrai, quelques alternatives qu'on pourrait avoir au null pointer, parce qu'en vrai, il y en a. Il y a pas mal de langages qui ont commencé à implémenter des optionals, des maybes, des sums. L'idée, c'est qu'en fait, c'est d'avoir en retour une entité qui est typée, hein, une entité qui est de type, qui contient un certain type. Donc là, on n'a plus le problème de type checking, mais qui peut être soit vide, soit en contenir une. Ouais, on va prendre un petit exemple rapide du coup. Donc j'ai entendu des gens parler de Scala, effectivement, c'est l'exemple en Scala. Il est où? Là-bas. Hop là. Voilà. Donc, bon, il y a un peu de code, on s'en fout, on va passer ça rapidement. L'idée c'est juste d'avoir une petite map pour répertorier les stocks du lab. Donc on a un petit peu d'ice-t, on n'a plus de constrong, demandé à Valérian, on n'a jamais eu de constrong même, et le constrong n'existe pas. Et ensuite, voilà, on essaie de récupérer un petit peu tout ça et on va voir ce qui se passe. Hop là. Alors, le Scala c'est super chiant. Hop là. Non. Comment on fait ça déjà? Let's go, c'est ça. Voilà, donc il faut build le truc et ensuite il faut le lancer, ça utilise une JVM. Hein. D'ailleurs c'est pour ça que c'est aussi lent. Le Scala c'est une surcouche du Java avec du fonctionnel. Alors, vraiment, je prends des grandes lignes, hein, je fais des raccourcis en disant ça. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? On essaie de récupérer le stock d'ice-t. Ok, si on le récupère directement, en fait on récupère une entité de somme. Somme c'est quoi? Somme c'est un fils, ça contient quelque chose, ça contient forcément quelque chose, et c'est un fils de l'objet option. Donc option qui est implété sur un type et qui du coup peut avoir deux fils différents, somme, le premier qui est là, et le deuxième qui est juste à côté, c'est none. Du coup, quand on demande quelque chose à notre map, elle va nous renvoyer un option, et cette option, son vrai type, son type dynamique, ça va être soit somme, soit none. Et du coup, en fait, on a quelque chose qui marche vachement bien, qui permet de gérer nos types, et en fait, on va pas cracher directement, on peut l'utiliser, on peut faire des trucs dessus. Alors en vrai, bon là je l'utilise comme un chien, on verra ensuite comment on fait. Mais en fait, du coup, on a quelque chose de typé qui remplace les nulls et qui marche beaucoup mieux. Du coup, on a 9 ice-t, hein, si on fait un get, ça marche bien. On essaie de récupérer du constrong, il n'y en a plus. Par contre, quand on essaie de get notre fanta, là on a directement none, on n'a pas de somme none. Le fanta string n'existe pas, je suis désolé. Mais en vrai... Tu ranges cette cadette. Et du coup,
En vrai, il se passe quoi si on essaie quand même d'utiliser ça proprement? En fait, on a quelque chose qui est vachement bien. Généralement, dès qu'un langage implémente du pattern matching, bah, ça devient automatiquement un bon langage, sauf le OCaml. Et, je rigole. Et du coup, en fait, on va directement utiliser le résultat de notre option dans un cas de pattern matching. Ce qui fait qu'ici, on a le cas où on en a, somme de i, et le cas où on n'en a pas. Du coup, en fait, quand on fait ça, bah, notre match, bon là du coup on a rien, mais ça marche quand même, on rentre dans le cas où on a quelque chose. Enfin, on a une valeur qui est non, et du coup on se retrouve à rentrer dans la première case, ça a matché, et on a non comme résultat. Ici le font accuse n'existe pas, du coup on tombe dans la case non, et du coup bah voilà. Ok. Et sinon, en vrai, honnêtement, on est un petit peu méchant avec le null pointer. Il y a quand même certains cas où on a envie d'utiliser, où on a envie d'avoir des null pointers. C'est rare, hein, mais c'est dans les cas où on veut prioriser la vitesse d'exécution de notre code. On veut pas avoir, enfin, on s'en fout de toute la sûreté qu'il y a autour. Voilà, c'est à l'utilisateur de juste bien utiliser son langage. Derrière, il arrive à avoir quelque chose de plus rapide. Voilà, du coup, c'est le cas globalement du C. Des langages qui font des choses très très bas niveau. En vrai, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Enfin, voilà. Par contre, du coup, ce genre de choses, null pointer, ça a fait arriver un truc vachement curse qui s'appelle le undefined en JavaScript. En fait, les gens qui ont fait le JavaScript se sont dit, ok, en vrai, on a notre fonction, elle pourrait renvoyer, enfin, on a une propriété dans un objet, hein, c'est globalement un attribut dans une classe, il pourrait ne pas être là, ou il pourrait avoir une valeur nulle. Mais du coup, en fait, c'est chiant. Du coup, on aimerait différencier les deux. Et ils ont rajouté un nouveau mot-clé, c'est undefined. J'ai dit mot-clé, c'est peut-être pas un mot-clé, on s'en fout. Ils ont rajouté une nouvelle valeur, c'est undefined. Et du coup, si jamais on essaie de chercher une propriété qui n'existe pas du tout, bon, on a null. Mais par contre, si on va chercher une propriété qui existe mais qui n'a pas encore été définie, on a undefined. Sur le papier, ça a l'air d'être une bonne idée. Dans la pratique, on commence à se poser des questions du genre, mais ok, mais du coup, j'ai défini ma property, mais je lui ai donné un undefined, du coup, je définis un undefined. Ça crée énormément de confusion d'un point de vue utilisateur. C'est quoi un null, c'est quoi un undefined? En vrai, c'est de la merde. Mais du coup, on s'est juste retrouvé avec un langage qui s'est dit, tiens, on a null, on va en mettre un deuxième. Super. Hop là. Par contre, du coup, on arrive au dernier point. Si Tony Hoare a appelé les null pointers la billion dollar mistake, j'appellerai l'orienté objet la trillion dollar mistake. Ok. Quelques disclaimers. Je suis biaisé. C'est le cas. Il y a des gens ici qui savent que j'aime pas l'orienté objet. C'est comme ça. Mais en vrai, la plupart des problèmes de l'orienté objet, c'est des choses qui résident dans l'implémentation, dans ce que les gens en font, plutôt que dans la théorie, ce qu'était l'orienté objet à la base dans l'idée de son créateur. C'est ce qu'on va voir également. Hein. Mais en vrai, on s'en fout. L'orienté objet, c'est de la merde, on va voir ça. Du coup, ok, l'orienté objet. Les gens vénèrent l'orienté objet. C'est la déité toute suprême. C'est la finalité, l'accomplissement de tout langage de programmation. Ok. Il y a même certains langages qui ne donnent même pas d'autres alternatives pour organiser notre code. Je pense au Java. Le main dans une classe, quel enfer. Et forcément, quand on fait des projets à petite échelle, hein, tout va bien. Vous connaissez l'exemple classique, animal, humans qui hérite de animal, etc. Bref, le chien qui hérite de animal. Ok, jusque-là ça va. Par contre, dès qu'on commence à faire des grands projets, on commence à se retrouver avec des classes dans tous les sens qui héritent de l'une de l'autre. Et la complexité commence à vite exploser, là-dedans aussi. Et du coup, en fait, le premier problème de l'orienté objet, c'est que on sait coder, on apprend l'orienté objet, on réapprend tout au final. On se retrouve avec une chier de définitions, une chier de possibilités, j'en ai listé rapidement, hein, que ce soit l'héritage de classe, les méthodes virtuelles, le polymorphisme, tout un tas de termes qui disent absolument rien aux personnes qui ont sans doute jamais fait d'orienté objet. Et en vrai, un des problèmes, on sait que un bon dev va écrire du mauvais code, ça arrive. Un mauvais dev va écrire du code horrible, mauvais, nul. Mais du coup,
c'est la responsabilité également des personnes qui designent un code de limiter les possibilités pour faire une même chose. Je dis pas d'avoir un langage qui fait, je parle pas d'avoir un langage qui fait moins de choses, mais plutôt d'avoir moins de possibilités différentes pour faire la même chose. Et en limitant le choix, on limite les erreurs que peuvent faire les devs. Je vois même pas qui c'est qui parle. Lève la main rapidement. Ok, ouais, dis-moi. Oui, alors, je dis que le rent objet c'est quelque chose de mauvais et le Java limite les gens à faire uniquement quelque chose de mauvais. Mais d'ailleurs, ce fait de vouloir absolument limiter le choix du programmeur, c'est quelque chose que Linus Torvalds disait lui-même, hein, en random lui aussi, qui disait que le CPP c'était de la merde. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, si jamais les gens qui se lient, et il aime bien le C, hein, on comprend pourquoi il donne cet exemple, hein, les gens qui se limitent au C, c'est des gens qui vont pas se faire chier avec tout le bullshit objet en fait. Un autre problème de l'orienté objet, c'est que l'information elle se retrouve divisée de partout en fait. Dès qu'on a un projet à grande échelle, on se retrouve avec des chaînes d'héritage relativement conséquentes. On a notre objet, ok, il y a une méthode qui modifie un attribut. On aimerait savoir où est cet attribut, quel est son type, etc. Ok, on regarde la classe qui implémente cette méthode, enfin, dans laquelle réside cette méthode, je voulais dire. Sauf qu'il n'y a pas l'attribut. On regarde son parent, on regarde, il n'y a toujours pas l'attribut. On regarde son parent, mais il n'y a toujours pas l'attribut. Et on regarde son parent, merde, il en a deux. Allez, du coup on commence à les regarder ailleurs, hein, l'héritage en diamant. Hein. Mais du coup, on veut retrouver notre attribut, on le trouve pas en fait. On a plein de classes dans tous les sens, on veut retrouver où sont les choses, ça devient vraiment très compliqué. De la même manière, hein, si jamais on veut retrouver toutes les méthodes, en fait on a un attribut, il est modifié quelque part, ok. On aimerait savoir où est-ce qu'il est modifié. On va retracer toute la chaîne d'héritage pour aller retrouver quelles sont les méthodes qui manipulent cet attribut. Ça devient très vite infernal. Autre chose qui a apporté, entre autres, le C++, mais globalement beaucoup de langages orientés objets, c'est les design patterns. Les design patterns, c'est très bien, franchement, c'est quelque chose d'excellent, mais c'est une rustine. S'ils sont là, c'est juste parce que le langage lui-même était mauvais. En fait, le problème des design patterns, c'est qu'il y en a énormément. Il y en a vraiment beaucoup trop. Quand on veut apprendre un nouveau langage, ça passe en partie par apprendre tous ces design patterns. Il y en a certains qui sont très compliqués. Et au final, si jamais il y a quelqu'un qui a dû réfléchir, plusieurs personnes qui se sont mis autour, qui ont vraiment réfléchi à quel était le problème, comment le résoudre de la meilleure manière possible, ça veut dire qu'à côté de ça, il y avait un milliard de manières dégueulasses de le faire et que la plupart des gens, au final, ils font ça, quoi. Mais bon, il y a quand même des design patterns. Si jamais vous avez un langage qui fait l'orienté objet, regardez ces design patterns. Vaut mieux mettre des rustines que rien du tout, hein. Même si le mieux, ça reste quand même de changer de langage. Un autre point des langages orientés objet, c'est tester. Okay. Le truc, c'est que en fait, faire des tests unitaires sur de l'orienté objet, c'est quelque chose qui devient très vite infernal. Si on veut faire un coverage très complet de nos objets, on va devoir faire pour chacun de nos objets, rappeler toutes leurs méthodes, et ce dans plusieurs états. Donc ça veut dire qu'il va falloir recréer l'état de cet objet, rappeler toutes les méthodes dessus. Mais si on appelle une méthode, ça va changer son état, enfin, selon si elle est constante, ça va. Mais bref, ça va changer son état, du coup il va falloir prendre ça en compte et tout ça. Et du coup, notre codebase pour tester notre programme va très vite exploser, si on veut faire vraiment des tests unitaires. Hein. Et du coup, ça c'est le problème qui revient souvent. On a ça en tête quand on veut faire un programme orienté objet. On se retrouve à rajouter des loggers, on se retrouve à ajouter des trucs pour cacher nos exceptions, et du coup ça devient n'importe quoi. C'est comme ça. Et ça aussi, ça cause des discussions à la con du genre j'ai mon véhicule mais il roule pas. Bah t'es con, un véhicule ça roule pas. Une voiture ça roule, un véhicule ça roule pas. Enfin bref. Et tout ça à la base, Alan Kay il l'avait pas imaginé comme ça. Alan Kay avait imaginé un langage
orienté message, mais il appelait son langage orienté objet, ce qui a entraîné pas mal de mécompréhension et, pour les gens qui ont voulu implémenter ça. Il a dit lui-même, hein, objet, c'est pas le terme que j'aurais dû choisir. Voilà, message, c'était quelque chose qui allait beaucoup mieux. Hein. Il lui dit vraiment l'idée derrière l'orienté objet, c'était l'envoi de messages. C'est-à-dire que l'orienté objet, c'est vraiment plusieurs objets qui communiquent entre eux, qui communiquent des messages qui sont immutables, c'est-à-dire qui ne peuvent pas changer d'état, et surtout qu'il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de polymorphisme. L'état d'un objet est purement privé. Et on peut pas mélanger les classes entre elles en fait, il n'y a plus de chaîne d'héritage, il n'y a plus de tout ça, les objets sont tous indépendants les uns des autres. C'est comme ça que le créateur du coup l'orienté message l'avait imaginé au final, hein, alors que les gens du coup se sont torchés avec. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a comme alternative à l'orienté objet? En vrai, on pourrait faire juste du procédural tout con, hein, sans rien. Ça marche, c'est pas la meilleure solution, mais ça marche. Hein. C'est-à-dire qu'on se retrouve à avoir des classes. Mais du coup, au lieu d'avoir des classes, on a des records, des structures pour avoir nos attributs, pas de problème. On avait des méthodes, on a juste des fonctions avec un argument en plus. Il y a d'autres choses hein, pour implémenter l'orienté objet, hein. C'est juste les grandes lignes. Hein. Mais au final, l'héritage, c'est quoi? C'est juste avoir une structure qui contient sa structure parente. Et au final, c'est tout. Hein. On peut les caster ensemble pour simuler le downcast et le upcast. En fait, on se retrouve à avoir un langage orienté objet. On peut avoir le même comportement avec un langage sans orienté objet. Mais du coup, à quoi sert l'orienté objet? À part rajouter plein de merde autour. Et voilà. Du coup, en conclusion, et je le dis rapidement, le fonctionnel c'est bien aussi. Je m'y connais pas assez en fonctionnel, j'ose pas en parler. Oui? Ok. Du coup, en conclusion, quelques rapides, alors on va reconnaître les titres, hein. Quelques rapides articles que j'ai bien utilisés pour cette conférence. En vrai j'ai utilisé beaucoup de ressources externes. Si je les liste, je fais 3 slides, la flemme. Mais du coup ça c'est les deux principales que j'ai utilisées hein, sur l'orienté objet et en particulier celle-ci qui du coup rediffuse la conférence de Tony Hoare qu'il avait fait du coup en 2009. Où il avait appelé les null pointers la billion dollar mistake. Hein. La plupart des choses que j'ai mis sur les null pointers viennent directement de son créateur, fact-checked. Et du coup, ouais, je râle beaucoup. C'est beaucoup le cœur. C'est souvent le cœur qui parle. J'essaie quand même d'être objectif, mais je suis malheureusement biaisé sur pas mal de points. Il y avait des choses que j'ai découvertes pendant cette présentation. Objectif, évidemment, du début à la fin. Franchement, soyez libre de critiquer, de poser des questions ou quoi que ce soit. Hein. J'ai pu me tromper. Par contre, si vous levez la main pour me dire que j'ai tort, je vous marave. Parfait. Des questions? Oui. J'en suis. Ok. Ok, donc la question c'était qu'il était fier. Oui. Oui. C'est vrai. Ok. Non, attends, Victor, souffle, pose-toi, dis-moi. Qu'est-ce que Bon. Ok, bon, je reformule. Des questions intelligentes du coup. Oui, dis-moi, vas-y. Putain, mais non. Allez, viens. Vas-y, c'est quoi ton secret? Alors, dans ces présentations que tu nous as fait là, Oui. Tu craches beaucoup. Du cœur évidemment. Effectivement. Putain, mais j'en peux plus. Les regarde pas, retourne-toi, demi-tour. Putain. Tu peux revenir sur ta slide des alternatives s'il te plaît? Laquelle? Des alternatives. Laquelle? Alternative à quoi? Ça là? Ok, vas-y, dis-moi. On parle de record structure. Ouais. Restriction, etc. Ouais. Sauf ça c'est spécifique, hein, c'est le langage par exemple.
Les records et les structs, c'est quelque chose qui est implémenté dans beaucoup de langages différents. Au pire, tu fais plusieurs variables qui sont pas regroupées et tu les mets juste dans le même fichier. Ouais, mais imaginons. Enfin, Non, mais imaginons que. Non, mais tu vois, c'est que tes alternatives ils sont pas génériques, il y a plein de langages. Imaginons que je travaille sur une STM32, tu vois, sur ARM, et j'ai pas ça, je fais comment? bah t'as des structs en C. Genre, t'as des structs, du coup t'as ça quand sur ta STM32. Je suis en assembleur. Non, ma vraie question c'était, du coup tu nous proposes une alternative, Ouais. du coup pour à peu près patcher entre guillemets comme un gros chien l'objet. Oui. Mais du coup, enfin, tu règles pas la solution là, du coup tu bouges le problème. Non. Bah en fait l'idée est toujours là, en fait quand tu vas faire l'objet tu coupes. Enfin si. Ok, en fait l'idée c'est que tous tes attributs qui pouvaient être répartis dans tout un tas de... C'est insupportable. Mais arrête ça toi. Mais tu fais ton lacet, tu poses une question, t'écoutes la réponse, enculé. J'écoute depuis tout à l'heure. Ok, du coup... l'idée c'est qu'en fait tes variables, au lieu d'être toutes réparties dans tout un tas de classes différentes, il n'y a pas de caméra, réparties dans tout un tas de classes différentes et tu vas devoir remonter ta chaîne d'héritage pour tout récupérer, en fait tes variables vont toutes être regroupées dans le même fichier. Et en fait du coup tout le code est regroupé. Non mais tu organises ton code, l'orienté objet il faut voir ça comme, non pas seulement comme un paradigme, mais aussi comme une manière de structurer son code, une idée derrière le fait de structurer son code. Du coup, toutes les personnes qui ont pu structurer leurs idées et leurs pensées autour de l'orienté objet, effectivement, on va pouvoir faire exactement la même chose dans un langage qui n'a pas d'orienté objet. C'est normal, mais du coup, ça veut dire qu'il faut repenser la manière dont tu architectures ton code. Les humains n'ont pas été faits pour penser à des objets abstraits qui héritent entre eux. On sait pas comme ça que ça marche là-dedans. Hein. On a genre le cerveau humain, il prend une fonction, on fait quelque chose. Il a pas genre un objet abstrait dans sa tête dont d'autres trucs héritent. C'est pas comme ça que ça marche dans la tête. Hein. Je suis biaisé, je sais. Et du coup... Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que là, tu simules l'objet en fait. Oui. Donc en fait, tu règles le même problème. Non. Parce que ça règle certains problèmes du fait que... Bah en fait, tu cherches l'information, tu cherches une variable, elle est à un endroit, qui est le fichier dans lequel tu l'utilises. Dans la struct dans laquelle tu as tes attributs, du coup, tout est dans le même fichier. L'héritage ça se fait pourquoi pas, mais du coup tu vas juste tout regrouper en fait. Hein. C'est la manière dont est organisé l'orienté objet fait que tu peux pas faire ce genre de choses. Alors que dans un langage tout procédural tout con, je dis pas que c'est la meilleure manière de faire. Je dis juste que c'est juste une meilleure manière dans laquelle tu vas plus facilement retrouver l'information plutôt que de te balader dans toute une architecture de code. Non, mais quand t'as pas le choix, tu fais comment? Genre par exemple, tu veux coder une application en Java, tu vas pas te casser tu peux pas te casser de l'objet comme si tu parlais d'une boîte de nuit, genre tu peux pas genre. Ok, j'ai la solution à tous tes problèmes. Arrête l'informatique et fais une fac de philo. Nickel. Ok. D'autres questions? Oui? Ouais, alors, j'ai pas voulu le dire, mais l'orienté objet ça compte pour 5. Pardon? L'année prochaine. En vrai? Faut arrêter, je suis pas youtubeur, hein, je suis pas en train d'inventer un nouveau concept et je refais une vidéo tous les ans. Hein. Par contre, en vrai, on m'a donné quelques idées en Perl. Chiche. Alors déjà, mais voilà. D'autres questions? J'ai vu ta main tout à l'heure. Bien sûr, non mais
c'est normal, il n'y a pas une manière universelle d'orienter son code, hein, d'organiser son code. On organise son code en fonction des ressources qu'on a, que ce soit le langage, la machine ou les paradigmes qu'on a. Forcément, ça dépend complètement des langages. Donc on ne peut pas faire exactement l'orienté objet dans un langage sans orienté objet, mais on peut au moins s'en rapprocher. Oui. Ouais. Déjà le LaTeX, j'ai cru comprendre que si jamais tu as beaucoup de temps dans ta vie, tu peux faire à peu près n'importe quoi en LaTeX. Mais du coup, tu peux également suivre la voie du Holy C. Quelques langages qui font des choses sympas. Bah, je peux lâcher quelques noms. L'assembleur, tu peux tout faire en assembleur. En fait, faut comprendre un truc, c'est que les features c'est le mal. Moins t'as de features, mieux c'est. Assembleur. C'est bon, c'est bon. Mais en vrai, alors, ce serait pas à moi d'en parler, mais il y a beaucoup de gens qui poussent le Rust. Désolé, mais en vrai, le Rust n'a pas la plupart des choses dont j'ai parlé ici, à part l'orienté objet. Dommage. Oui. Oui. Ça me va, on a envoyé Verna dans l'espace. Ouais, la question c'était, du coup on a quand même envoyé du Lisp, des satellites, je répète, j'ai répété aucune question, désolé le stream. On a tout de même fait du Lisp et on a fait des satellites avec du Lisp, on a envoyé ça dans l'espace. Bien joué Lisp. Oui. Ok. Bon bah écoutez, si c'est terminé, s'il n'y a plus de questions, c'est terminé. D'ailleurs